Mr. Dennis, viens me retrouver en avant. Donc, je pense que tout le monde connaît. Donc, c'est parce que la photo, Denis, elle date de 2012. Là, à gauche, je ne le connais pas. Elle date de 2012. Ouais. C'est peut-être pour ça. J'ai pas eu besoin de faire Photoshop. Plus capable. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, Denis, c'est notre responsable des services professionnels. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand que vous vous trouvez dans une situation difficile ou quand vous avez simplement besoin d'un conseil professionnel, c'est Denis que vous appelez. Puis si vous appelez Nadine, souvent elle va dire « Appelle Denis ». Donc, Denis, depuis... fait combien d'années là, tu fais ça? 4 ans? 3 ans et demi? Ah, OK. Je pensais que ça faisait 4, là, mais 3 ans et demi. C'est un bon signe, ça. Oui, c'est un bon signe, je pense bien. Denis continue, appuie et continue. Il le fait de façon très professionnelle, de façon à appuyer les gens. En même temps, vous connaissez son sens d'humour qui peut l'aider dans certaines situations. Mais en même temps, Denis sait très bien, quand c'est le temps d'être sérieux, il est capable de bien transiger avec les conseils scolaires aussi pour aller chercher les meilleurs dénouements possibles pour nos membres. Donc, à chaque colloque, depuis 3 ans, je pense, depuis que tu es là finalement, on demande à Denis de présenter des sujets d'intérêt, des sujets qui nous ont touchés particulièrement ou qui ont touché particulièrement nos cotisants dans la dernière année pour faire une petite mise à jour. Donc, on ne fait pas exception à ça aujourd'hui. Alors, je vais mettre ton portable. Merci. Je vous sens plus calme, plus écrasé ce matin qu'hier. La soirée a dû être difficile. Le sujet de ce matin est un peu plus sérieux que celui de ma présentation d'hier, pour ceux qui étaient là. Alors, il n'y aura peut-être pas beaucoup de moments d'humour, mais je pense qu'il faut traiter ce sujet-là avec tout le sérieux qui lui revient. Depuis mon arrivée comme responsable du programme à l'ADFO, on note en fait une augmentation non seulement du nombre de cas ou du nombre de dossiers dans lesquels je suis appelé à appuyer les membres, mais aussi depuis, je vous dirais, peut-être 1 an et demi, une augmentation pas inquiétante encore, parce que c'est pas la majorité des cas qui se rendent là, mais il y a un nombre quand même assez important de cas où, à la suite d'une enquête, le Conseil impose des mesures disciplinaires à certains de nos membres. Et le but ce matin n'est pas de vous faire peur avec ce dossier-là. Par contre, je pense qu'il faut être réaliste. Et souvent, la première remarque que j'entends lorsque quelqu'un m'appelle, c'est « Jamais j'aurais pensé qu'un jour, je me retrouverais dans cette situation-là. » Alors, personne ici n'est à l'abri de ça. Et je pense que l'essentiel, c'est d'être informé, de savoir ce qui peut arriver. Et comme Nadine le dit, je prends mon rôle très au sérieux. Et je pense que le meilleur conseil qu'on puisse vous donner ce matin, je le fais à chaque année, dans chaque... J'ai manqué ça, là. Le meilleur conseil qu'on puisse vous donner. Ah. Je suis rendu à 6 fois à tourner ma langue, là. Je vais m'arrêter là. Donc, je disais que c'est vraiment important que les gens appellent et le but du programme, c'est d'abord et avant tout de vous rassurer. Souvent, lorsqu'on est confronté à ce genre de situation-là, on a peur d'en parler, on veut étouffer la chose, on ne veut pas que la rumeur ou les rumeurs se répandent. Donc, on pense que le temps va arranger les choses et moi, je vous dis, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Appelez-nous. On est là en toute confidentialité, avec le plus grand sens du professionnalisme qu'on puisse avoir dans ce genre de situation-là, pour vous accompagner et vous expliquer un petit peu ce qui peut arriver, ce qui va arriver, ce que vous devriez faire et ne pas faire. Alors, donc, pour nous, la question des mesures disciplinaires n'est pas encore rendue au niveau d'une tendance, mais c'est définitivement plus une exception. Cette année, là, on a des cas assez sérieux avec des conséquences qu'on anticipe qui vont être encore plus sérieuses. Alors, le rôle de l'ADFO là-dedans, c'est de vous accompagner non seulement durant le processus, mais comme on va le voir, lorsque la mesure disciplinaire arrive, notre rôle ne s'arrête pas là parce qu'on est là,
je vais utiliser le mot négocier, c'est peut-être pas le bon terme, mais en fait, pour négocier des conséquences un petit peu moins lourdes de conséquences, si vous voulez. Alors, c'est ça notre rôle dans le dossier des mesures disciplinaires. OK. Ce qui est inquiétant un petit peu au niveau du dossier sur les mesures disciplinaires, c'est que les statistiques que vous voyez à l'écran, pour nous, sont inquiétantes. À savoir que ce ne sont pas tous nos 12 conseils scolaires qui ont du vocabulaire précis sur les mesures disciplinaires dans vos conditions de travail. En fait, si vous regardez ce qu'il y a à l'écran, on a 2 conseils sur 12 où il n'y a aucune mention des conditions de travail, aucune mention sur les mesures disciplinaires ou autres par rapport aux conditions de travail que vous avez. C'est inquiétant dans le sens où quand on a un document légal, qui est le document de vos conditions de travail, on peut s'y référer et les étapes, les processus, les conséquences, les interventions sont toutes indiquées. On a une obligation de le faire. Pour les 4 conseils ou les 6 conseils qui ont une clause de référence à une directive administrative, bien, c'est un demi-mal, c'est mieux que rien, sauf que, légalement parlant, une directive administrative ou une politique administrative, même si on va vous dire au niveau du conseil qu'on ne changera pas ça, on va vous consulter avant de le faire, le droit ultime ou le pouvoir ultime de modifier ces directives administratives-là appartient au conseil scolaire. Alors, on pourrait vous rencontrer, vous consulter pour discuter des changements qu'on aimerait apporter à une politique administrative, par exemple, sur les mesures disciplinaires, mais c'est une consultation. Il n'y a aucun pouvoir décisionnel que vous avez au niveau de votre représentation dans ce genre de choses-là. Alors, l'idéal, c'est ce que 4 conseils sur 12 ont, c'est d'avoir une clause dans vos conditions de travail avec des étapes bien précises sur les mesures disciplinaires, sur le congédiement, etc. Il y a un conseil, le meilleur, qui a une procédure très clairement établie au niveau des mesures disciplinaires. Alors, il y a un processus, il y a des échéances, il y a des obligations qu'on doit respecter et il y a même 30 jours pour soumettre le cas à l'arbitrage. Et pour nous, lorsqu'on a fait une présentation aux équipes de négociation l'an dernier, c'est quelque chose qu'on recommandait aux gens d'essayer d'avoir dans les conditions de travail. Alors, pour les conseils qui n'ont pas une procédure aussi détaillée que celle de ce conseil-là, je pense que c'est quelque chose qu'il faut regarder et quelque chose sur lequel il faut travailler au cours des prochaines étapes de négociation qui arriveront malheureusement juste en 2020 ou comme c'est là, ou quelque chose comme ça. Donc, c'est important. Les directives administratives vous protègent un peu, mais pas totalement, comme je le disais. Et l'essentiel ou l'important, c'est d'avoir ce genre de vocabulaire-là dans vos conditions de travail. Quels sont les motifs? Il y a 3 catégories de motifs qu'on peut utiliser pour imposer des mesures disciplinaires suite à un incident dans lequel vous vous êtes retrouvé. Le premier motif légal, c'est pour des motifs valables. Donc, il y a encore il y a certains de nos conseils qui ont dans leurs conditions de travail avec les directions adjointes, une clause très claire qui dit qu'on ne peut pas suspendre, renvoyer ou congédier un employé sans motif valable. Il n'y a pas de définition précise de motif valable, mais les sous-titres que vous avez là représentent à peu près les 5 catégories de fautes qu'on peut associer à un motif valable pour discipliner et ultimement congédier une personne. Alors, vous avez un contrat de travail, vous avez des obligations au niveau de la loi sur l'éducation. Le premier motif serait si vous ne rencontrez pas ces obligations-là au niveau de votre contrat d'emploi. La malhonnêteté, le vol et la fraude, l'inconduite et l'incompétence. Alors ça, en principe, ça représente le premier gros motif qu'on appelle motif valable pour congédier quelqu'un ou pour le discipliner. Je parle toujours de congédier, mais je devrais dire imposer des mesures disciplinaires. La faute professionnelle, bien, elle est couverte par la loi sur l'Ordre des enseignants et enseignantes de l'Ontario. Alors, sous ce règlement-là, 437-97, il y a 2 raisons. Il y a la faute professionnelle et l'incompétence au niveau de l'ordre. Et j'ai indiqué qu'il y a 27 infractions possibles au niveau de la faute professionnelle. Je ne voulais pas vous les présenter ce matin. Vous irez les voir sur le site de l'ordre. Ils sont clairement indiqués, mais parmi ces 27 fautes professionnelles-là,
On fait souvent référence à celle-ci lorsqu'on a accompagné des membres là, au niveau d'une plainte ou d'une enquête quelconque. Et évidemment, il y a les normes de déontologie, les normes de l'exercice sur lesquelles on peut s'appuyer si vous ne respectez pas l'empathie, qui est une de ces normes-là envers les élèves ou le personnel, bien, ça peut être une faute qui est rattachée pour laquelle on peut ultimement recourir à des mesures disciplinaires. Tantôt, je parlais des conditions de travail. C'est intéressant de regarder le vocabulaire qu'on utilise dans vos conditions de travail quand on parle de discipline pour voir, comme vous le voyez à l'écran, qu'il y a des principes ou des philosophies différentes face à la mesure disciplinaire dans les différents conseils. Dans certains conseils, on dit carrément que les mesures disciplinaires existent pour corriger un comportement inadéquat. Donc, place-toi, pisse drette, comme on dit en bon canadien français. Sinon, on va te corriger, puis on va s'occuper de toi. Ce qui est important et ce qu'on a réalisé au cours des dernières années, c'est qu'il y a certains comportements dans certains conseils où on traite la situation avec beaucoup plus de sérieux, notamment au niveau des mesures disciplinaires et des conséquences. Je ne sais pas si on devrait expliquer la différence entre les deux. Okay. Dans les conseils catholiques, on a quelque chose qui est différent des conseils publics, à savoir qu'il y a un niveau de moralité dans nos gestes et dans nos actions qui est beaucoup plus élevé qu'au niveau des conseils publics. Puis, je suis sérieux quand je fais la distinction, là. Ce n'est pas une question de dire qu'on est plus sévère que l'autre, mais on a eu un cas où nous, on croyait vraiment, vraiment que ce n'était pas quelque chose qui méritait une mesure disciplinaire. Et lorsque la mesure disciplinaire nous est arrivée, on a été renversé par la décision parce que pour nous, c'était une faute qui était punissable ou pour laquelle une mesure disciplinaire devait être imposée, mais pour nous, la mesure disciplinaire devait être mineure. Et on est allé à l'autre bout de la pendule complètement, avec un congédiement. Alors, ça nous a fait peur un petit peu parce que pour nous, non seulement la nouvelle a été une surprise, mais on nous a carrément indiqué que le niveau de moralité, non seulement est plus élevé auprès des directions que des membres du personnel, mais que dans les conseils catholiques, il y a certains gestes qui sont carrément intolérables et pour lesquels on n'hésitera pas à aller au congédiement en bout de ligne. Alors, ceux et celles qui travaillaient dans un conseil catholique, tenez-vous là pour dire qu'il faut faire attention à ça. Puis, juste comme un ajout à ça, ça peut paraître comme s'ils n'ont peut-être pas le droit de le faire ça, puis comment ça se fait parce que c'est un conseil catholique. Ils ont le droit parce que c'est des écoles confessionnelles. Et donc, si leurs employés ne démontrent pas un vécu ou des habitudes qui reflètent les valeurs catholiques, il y a des précédents en termes de loi qui leur donnent le droit d'appliquer des conséquences plus sévères, pas juste en vertu de la moralité générale, mais à l'égard des valeurs catholiques. OK, je vais vous donner un exemple qui n'est pas un exemple de l'ADFO. OK? Donc, par exemple, une direction d'école, une femme qui est mariée et qui a rencontré un ex-membre de la prêtrise et qui ont eu ensemble une relation. Il n'est plus prêtre, il l'a été. Et puis, il y a une relation, mais elle est toujours mariée. Et le conseil l'apprend. Je ne sais pas trop par quel moyen. Ce n'est pas un cas de la DFO, je n'ai pas tous les détails. Mais le conseil l'apprend. Et le conseil des évêques l'apprend, les évêques de l'Ontario. Et s'ensuit des pressions. Et au lieu de, normalement, dans un cas comme ça, il y aurait probablement une mesure disciplinaire parce que c'est quand même un comportement inapproprié d'avoir une relation hors mariage avec quelqu'un. Donc, normalement, il y aurait quand même une possibilité de sanction par n'importe quel conseil scolaire, mais ça serait peut-être une lettre de réprimande ou une suspension de quelques jours, à la limite une rétrogradation, mais je ne pense même pas dans un conseil public.
Par contre, dans ce cas-là, il voulait congédier la direction et s'en sont suivies des négociations et la direction a fini par démissionner avec un package, avec un forfait pour quitter. Donc, c'est un exemple de la façon. Et légalement, le conseil avait le droit, dans ce cas-là, de demander un congédiement. Il y avait quand même un questionnement par rapport à si c'était avec motif valable ou sans motif valable, sauf que il y a des précédents qui existent en termes de loi qui pouvaient justifier et appuyer le conseil dans sa décision de congédiement. Je pense que c'est quand même assez évident que tout ce qui est de nature sexuelle ou qui a rapport à la vie personnelle de quelqu'un, pour quelque raison que ce soit, les conseils catholiques tolèrent moins de choses au niveau des écarts de comportement que les conseils publics. Alors, ceci étant dit, je pense que c'est un avis qu'il faut prendre avec tout le sérieux qui lui revient. Alors, on revient au vocabulaire qui est utilisé dans les différents contrats de travail. Donc, dans le premier, on faisait référence à corriger un comportement. Dans d'autres conditions de travail, j'ai vu diminuer les possibilités de récidive, mettre l'accent sur la réhabilitation et non sur la punition. Et je pense que ça devrait être le motif derrière une mesure disciplinaire. Je pense que ça arrive à tout le monde d'avoir un écart de comportement, de commettre une faute professionnelle par rapport à l'ordre. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut prêcher par l'exemple souvent, puis je rejoins en même temps le dernier point que vous voyez à l'écran. Plusieurs conseils font référence au principe de la discipline progressive. Vous savez, comme direction, c'est une des choses qu'on nous demande de faire avec nos élèves. Discipline progressive, tu ne suspends pas un élève 5 fois pour une première infraction, tu y vas progressivement. Et j'ai vu ce langage-là dans certains documents de vos conditions de travail. C'est un beau principe, mais il y a une belle petite clause échappatoire dans chacun des cas où le conseil se réserve le droit de ne pas respecter le principe de la mesure disciplinaire progressive selon la gravité ou la nature de l'infraction ou de l'écart de conduite. Donc, encore là, dans le passé, on a eu des cas où on a accompagné des membres qui faisaient face à des mesures disciplinaires. Et pour nous, je vous donne un exemple comme ça dans le vide, où on avait suspendu quelqu'un pour une période de 10 jours sans paye. Encore là, pour nous, on a invoqué le principe de la discipline progressive. C'était la première fois que cette personne-là avait un écart de conduite à son dossier, des évaluations sans faille, impeccables dans toute sa carrière. Puis tout à coup, un écart de conduite, bang, 10 jours sans solde. Ça a un impact majeur, 10 jours sans solde, non seulement dans un avenir immédiat, mais à long terme également sur le régime de pension, etc. Alors, l'argument qu'on a utilisé, c'est qu'aux yeux du Conseil, cet écart de conduite-là méritait 10 jours. Alors que nous, on s'était dit, peut-être 3 jours, ce serait un point de départ important, mais il faut faire attention à ces éléments-là parce que le Conseil, encore une fois, a tout le pouvoir possible pour imposer la mesure disciplinaire qu'il juge appropriée selon la gravité du cas. Ça, c'est du toi. Donc, puis je veux juste, avant, on parle ici là, sur la diapo, c'est écrit mesures disciplinaires possibles au niveau du conseil, mais qu'on soit au conseil ou qu'on soit en prêt de service ailleurs, peu importe c'est où, on n'est pas à l'abri de mesures disciplinaires potentielles. C'est juste que si on est en prêt de service, selon l'entente de détachement, ça peut être les processus d'enquête et de mesures disciplinaires de l'institution ou de l'organisme qui nous reçoit qui sont appliquées et non celles de notre conseil scolaire, mais ça dépend vraiment de l'entente de détachement. Si tu permets, peut-être, avant de passer aux mesures disciplinaires comme telles, pour ceux qui étaient là l'an passé, ça va peut-être être une répétition, un très court résumé de ce que j'avais présenté l'an passé, mais il y a peut-être des gens qui n'étaient pas là l'an passé. Lorsque on vous reproche un comportement, habituellement, le Conseil va entamer une enquête. Ce qu'on remarque de plus en plus, c'est que souvent, par exemple, au niveau des plaintes de harcèlement qu'on reçoit ou que nos membres reçoivent, dans le passé ou dans les premières années où j'étais là, vous savez qu'il y a 2 étapes fondamentales à une plainte de harcèlement. La première, c'est de savoir est-ce que la plainte est recevable et la deuxième, est-ce que la plainte est fondée. La différence entre les deux, c'est que chaque conseil scolaire a une politique sur le harcèlement au travail. Donc, la première étape, lorsqu'une personne se plaint
avoir été victime de harcèlement de la part de sa direction adjointe, la première étape, c'est de faire une enquête pour savoir est-ce que les comportements reprochés correspondent à ce qu'on a dans notre définition ou ce qu'il y a dans la définition du harcèlement par rapport à la loi sur la sécurité au travail. Donc, c'est important de comprendre ça. Si jamais vous recevez une lettre pour une plainte, la première étape, elle est normale. Et si on dit oui à la première étape, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va dire oui à la deuxième étape. Dans mes 3 années et demie, j'ai sûrement accompagné au moins une quinzaine de membres qui ont reçu une lettre de plainte de harcèlement. Et ma moyenne au bâton est pas mal bonne parce qu'on a perdu seulement une cause. Mais dans les 15 cas, la première étape, on avait dit la plainte est recevable. Parce que si jamais les comportements qu'on reproche sont vrais, bien, ça veut dire que la personne, normalement, aurait commis du harcèlement. Mais là, on a une version, puis c'est ça qui est important de comprendre. Lorsqu'on est appelé pour une enquête, c'est important d'être là, c'est important d'être accompagné, c'est mon mandat, c'est mon rôle de vous accompagner. Mais la première étape est seulement pour voir est-ce que la plainte est recevable. Puis ensuite, la deuxième étape, qui est de savoir est-ce que la plainte est fondée, bien là, on a besoin de preuves, on a besoin de témoignages, on a besoin de votre version. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et souvent, on a vu des cas où, au moment où l'enquête est déclenchée, la personne est envoyée à la maison dans ce qu'on appelle une mutation administrative, avec solde. Dites-vous que même si en apparence, cela est souvent perçu comme une mesure disciplinaire, vous allez dire, ben voyons, j'ai pas fait du harcèlement, c'est impossible, puis on m'envoie à la maison. C'est une mesure pour protéger l'intégrité du processus et assurer qu'il n'y ait pas d'autres huiles qui soient mises sur le feu pendant la durée de l'enquête. Alors, la mutation administrative, elle est faite pour vous protéger. Malheureusement, c'est quelque chose qui est lourd à vivre parce qu'une enquête, ça peut durer facilement, dans ce que j'ai vu depuis 3 ans et demi, de 4 à 6 mois, facilement. Donc, ça peut vouloir dire qu'il y a des personnes qui sont à la maison pendant tout ce temps-là. Et on sait que pendant qu'on est à la maison, bien, les gens se posent des questions, la machine à rumeurs part. Une histoire qui est longue comme ça finit par être très, très, très sérieuse. Donc, c'est important de le savoir. Puis, ce qu'on remarque, ce que j'allais dire en entrée, c'est qu'on remarque de plus en plus que les conseils maintenant sont très vite sur la gâchette pour ne... Avant cette enquête-là, ils la faisaient à l'interne. C'est RH qui faisait l'enquête pour déterminer, en premier lieu, si la plainte était recevable. Maintenant, ce qu'on remarque, c'est qu'on donne ça tout de suite à une firme indépendante. Ce qui n'est pas mauvais, je pense que le conseil est un petit peu pris entre l'arbre et l'écorce dans ces situations-là, à savoir que vous êtes un employé du conseil et le plaignant ou la plaignante est également un employé du conseil. Donc, on veut, en principe, s'en laver les mains pour pas qu'en bout de ligne, si on juge dans un premier temps que la plainte n'est pas recevable, bien, que la plaignante ou le plaignant dise, bien, c'est ça, il protège ses directions, puis moi, je ne vaux rien dans la hiérarchie du conseil. Ou le contraire, que la direction se dise, bien, c'est ça, ils ont bien peur de la EFO, ils ne veulent pas de plainte, ils ne veulent pas de grief, puis tout de suite, ils ont pris une décision. Alors, ça, c'est quelque chose qui est nouveau dans ce qu'on vit des dernières années au niveau des mesures disciplinaires. Alors, je pense qu'il faut vivre le processus. Je sais qu'à tous les matins, c'est une épée de Damoclès qui nous pend au-dessus de la tête, à savoir quand est-ce que je vais avoir des nouvelles. Puis encore là, ce n'est pas pour vous faire peur ce matin, mais c'est pour être bien renseigné que c'est un processus qui est long, qui est nécessaire. Et dans la grande majorité des cas, heureusement, on finit par déterminer que la plainte est non fondée, mais ça peut arriver. J'ajouterais que l'isolement que ressent la personne qui est à la maison est très important. Parce que souvent, dans la lettre qui dit « Bon, bien là, on commence une enquête, tu t'en vas à la maison, on va continuer de te payer, mais tu es à la maison, mais tu n'as pas le droit de parler à personne de l'école. » Des fois, tu n'as même pas le droit de te rendre sur aucun lieu du conseil scolaire ou tu n'as pas le droit de parler à d'autres collègues qui sont dans d'autres écoles. Et puis, on sait qu'en éducation, souvent, notre cercle d'amis, ce sont en totalité ou en partie des gens avec qui on travaille régulièrement, des gens qu'on a côtoyés au fil des ans. Et là, tout d'un coup, non seulement on se retrouve dans une situation très angoissante, mais en plus, on nous interdit de communiquer avec ces gens-là.
Et des fois, c'est juste, tu peux communiquer, mais parle pas du dossier. Mais des fois, c'est encore plus large que ça, puis c'est vraiment une interdiction de communiquer avec qui que ce soit qui pourrait travailler au conseil, incluant des fois des membres de la famille qui travaillent aussi pour le conseil, et ainsi de suite. Donc, quand on a des situations comme ça, on essaye de négocier avec le conseil pour élargir un peu, pour permettre la personne de se sentir moins isolée. Puis, je vous dirais que quand on habite à Ottawa ou à Toronto, c'est déjà moins pire dans le sens qu'on peut sortir, marcher dans la rue et il n'y a pas forcément un paquet de monde qui nous connaissent. Mais si j'habite downtown Castleman et que je suis la direction de l'école à downtown Castleman et que je me retrouve sous enquête à la maison, ce n'est pas le cas, le Guillaume, il n'est pas en enquête, inquiétez-vous pas, mais c'est que si je veux respecter, et je dois respecter parce que sinon je peux avoir d'autres choses qui vont suivre, la consigne du conseil de me dire tu ne peux pas parler à personne de l'école, tu peux pas, c'est parce que j'habite à Castleman, je suis la direction de Castleman, je ne peux plus parler à personne de l'école, je ne peux plus sortir de chez nous. Et là, le niveau d'angoisse de la personne augmente de façon assez dramatique. Et donc, on essaie d'être là pour mitiger les personnes, mais c'est pour ça que même si la personne est confiante qu'en bout de ligne, on va avoir gain de cause puis que la personne n'a rien fait de mal. Par exemple, elle a simplement fait des suivis auprès d'un ou d'une employée qui faisait peut-être moins bien son travail. Donc, on est confiant qu'on va avoir gain de cause en bout de ligne. De se retrouver à la maison et de façon très isolée, c'est très déconcertant. Et ce bout-là, Denis et moi, malheureusement, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour aider, sauf d'encourager. Mais moi, je me suis déjà vue quelques années passées, il y avait une personne qui était dans cette situation-là. À chaque jour, je l'appelais par crainte que la personne allait poser un geste irréparable. À chaque jour, je prenais le téléphone à chaque matin, puis je téléphonais. Puis c'était pas comment ça va aujourd'hui, là, parce que ça, c'était pas la bonne question. C'était qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Comment tu vas passer ton temps aujourd'hui? Donc, c'est vraiment une préoccupation pour nous, mais on essaie de travailler avec les conseils quand la personne elle se sent vraiment isolée, puis même de faire référer la personne au programme d'aide aux employés ou à son médecin pour voir qu'est-ce qui peut être fait puis comment on peut aider la personne de ce côté-là. Donc là, mesures disciplinaires possibles. Donc, il y a la gamme. Avertissement verbal ou un avertissement verbal par écrit. Donc ça, c'est une nouveauté cette semaine, hein, Denis? On a un cotisant qui a eu un avertissement verbal par écrit. On lui a envoyé une lettre à son dossier, pas seulement à la maison, mais une lettre déposée à son dossier d'un avertissement verbal. Donc, c'est certain que le le conseil veut documenter qu'ils ont donné un avertissement verbal. Parce que donc, quand on pense à la discipline progressive, le conseil veut s'assurer que, bien, on a fait un avertissement verbal. La prochaine fois, ça va peut-être être un avertissement écrit ou ça va être d'autres choses. Sauf que normalement, un avertissement verbal, on ne ferait pas une lettre. On ferait une note qui irait dans le dossier, qui dirait telle date, à telle heure, l'agent de supervision a rencontré, je vais piquer sur le CSDCO parce que vous êtes juste là, mais Patrice Racine pour tel incident, avertissement verbal, et puis l'agent de supervision signe, puis on dépose au dossier. On a laissé une trace, puis on peut prévenir Patrice. Écoute, Patrice, on va le noter, puis ça va être dans ton dossier, mais c'est pas une lettre officielle, puis c'est pas... Fait, c'est correct. C'est pas la fin du monde, mais ça ne devrait pas être une lettre que tu reçois à ton école qui dit que tu as eu un avertissement verbal. Quand on fait ça, c'est plus un avertissement écrit. Qui est le deuxième point, lettre au dossier, donc une lettre officielle. Ça peut être une suspension sans solde. Puis ça, c'est intéressant parce que dans certains conseils, la politique par rapport aux mesures disciplinaires indique que si le conseil envisage un congédiement, la personne peut être à la maison avec ou sans solde à la discrétion du conseil. Donc, ça, c'est normalement, ils le font avec solde, mais on a déjà eu des conseils qui ont dit, si la DFO, on considère que vous ralentissez le processus de façon intentionnelle, parce que, genre, votre avocate est en vacances, on va peut-être mettre la personne sans solde, parce que notre politique nous permet de le faire.
Donc, un levier qui peut être utilisé dans les conseils où cette clause-là existe pour essayer de s'assurer qu'on accélère le processus. Rétrogradation, donc je suis une direction, je deviens une direction adjointe, c'est une direction adjointe, je reviens un enseignant ou une enseignante au bas de la liste, les amis. Okay? Donc, si il me rétrograde à un poste d'enseignant, c'est que je m'en vais en bas de la liste, puis vous connaissez le règlement 274, je m'en vais en bas de la liste, c'est pas évident de retourner dans un poste puis de remonter dans la liste d'ancienneté. Et puis, le congédiement. La démission, ça peut paraître comme si ce n'est pas une mesure disciplinaire, mais souvent, la démission, ce qui arrive, puis la raison qu'on l'a mis là, c'est que souvent, c'est une négociation. Donc, si on sent que ça s'en va vers un congédiement, plutôt que d'accepter un congédiement, on va entrer en négociation avec le conseil pour dire, bien, écoutez, Denis, il va démissionner, mais voici les conditions sous lesquelles il serait prêt à démissionner. Et là, on négocie avec l'appui de nos avocats, avec le conseil scolaire pour obtenir des conditions acceptables pour une démission. Donc, alors qu'on ne se pense pas souvent qu'une démission, c'est une mesure disciplinaire, ça peut l'être. Et puis, dans toutes sauf les deux premières, là, donc avec l'avertissement verbal puis la lettre au dossier, habituellement, il n'y a pas un rapport à l'ordre des enseignants. Avec toutes les autres, oui. Et la raison, on a ici le texte de loi de l'ordre des enseignants. Donc, on va regarder surtout ce qui est en rouge. Donc, quand le conseil scolaire met fin à l'emploi d'une direction d'école, le suspend ou met des restrictions sur ses fonctions pour des raisons de faute professionnelle, 30 jours après que le conseil a pris cette décision-là, ils doivent aviser l'ordre. Ce n'est pas ils peuvent, ils doivent. Ensuite, si ils avaient l'intention de mettre fin à l'emploi, donc ils font une enquête puis ils disent, bon, ben nous, on s'en va vers un congédiement, mais par contre, on entre dans une négociation et la personne démissionne. Donc, avait l'intention de mettre fin, ne l'a pas fait parce que le membre a démissionné, doit déposer 30 jours suivant la démission la plainte à l'ordre. Donc, des fois, on pense, bien, je vais démissionner, ça n'ira pas à l'ordre. C'est faux. La loi exige que ça aille à l'ordre quand même. Ensuite, le conseil fait un rapport écrit au registraire lorsqu'il apprend qu'un membre qui est ou a déjà été employé par lui. Okay? Donc, j'ai pris ma retraite, ça fait 2 ans, sauf que j'ai été accusée, bon, je ne devrais pas le mettre au jeu, hein, ce n'est pas une bonne idée ça, la personne a été accusée ou déclarée coupable d'une infraction au code criminel liée à un comportement d'ordre sexuel et à des mineurs, a été accusée ou déclarée coupable d'une infraction au code criminel qui, à l'avis de l'employeur, donne à penser que les élèves pourraient être exposés à un préjudice ou à des blessures. Donc ici, là, donne à penser. Là. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu quelque chose nécessairement, ça veut dire qu'il pourrait y avoir la perception par d'autres employés du conseil, par des parents, par des membres de la communauté qu'il y a quelque chose, ou ces conduits ont agi d'une façon qui, de l'avis de l'employeur, devrait être examiné par un comité à l'ordre. C'est large, là. C'est très large. Et dans ces 3 situations-là, ils doivent faire un rapport à l'ordre. En termes de processus à l'ordre, donc le conseil reçoit le registraire, c'est-à-dire dans ce cas-là, ce serait le registraire qui serait receveur de la plainte, va l'envoyer au sous-comité d'enquête. Le sous-comité d'enquête va faire son enquête qui peut durer j'allais dire de 3, mais c'est vraiment pas 3. C'est comme de 6 à 8, des fois à 12, je pense, Denis? Oui, on a déjà vu 1 an. Oui, donc j'ai déjà vu plus que ça. Ma première année, je pense que j'en avais une qui avait duré 2 ans et demi, je pense, l'enquête. Donc, peut durer très, très longtemps. Puis juste pour vous donner un exemple, vous avez peut-être vu dans les pages bleues de l'automne 2 noms de nos collègues qui ont eu des mesures disciplinaires puis qui ont eu des sanctions par l'ordre des enseignants. Cette enquête-là, les incidents étaient, par rapport aux allégations, étaient en 2009, 2010 et 2010-2011. La plainte a été déposée à l'ordre. C'était ma première année à la DFO. Donc, ça a dû être
en janvier 2012. Et puis, l'aboutissement, c'était septembre 2017, là, à l'ordre. On parle de 5 ans. Puis, on n'est pas allé en audience. Donc, on reçoit, le registraire réfère au sous-comité d'enquête. Le sous-comité d'enquête fait son enquête et détermine s'il y a lieu de référer à un comité de discipline ou pas. Le sous-comité d'enquête peut donner des sanctions. Un avertissement ou une réprimande peut donner certaines sanctions. Normalement, je vous dirais par contre, quand ça vient d'un conseil scolaire, ça se retrouve au comité, c'est référé au comité de discipline. On a l'opportunité, avant de passer devant le comité de discipline, de faire un règlement à l'amiable et puis de régler les choses par protocole d'entente. Et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs dans le cas de ces 2 personnes-là et puis dans le cas de d'autres directions là, qu'on a accompagnées. Habituellement, on est capable de régler au niveau du règlement à l'amiable. Au niveau du règlement à l'amiable, on a franchi une étape importante l'an passé avec un cas dans lequel j'accompagnais le membre. C'est quand on accepte le règlement à l'amiable, ça veut dire, ou ça voulait dire jusqu'au cas que j'ai accompagné l'an dernier, que tu devais reconnaître une certaine part de responsabilité dans les gestes qui te sont reprochés. Alors, il y a des gens qui disaient carrément, moi, j'ai rien à me reprocher, j'ai exercé mon droit de gestion, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai documenté tout ce que j'avais à documenter. Pourquoi est-ce que pour accélérer le processus ou pour que ça en finisse un jour plus rapide que d'autres, que j'accepterais de reconnaître certaines fautes? Et dans ce cas-là que j'ai accompagné l'an dernier, on a fini, je pense que ça a dû être une première, on a fini par faire comprendre à l'ordre des enseignants, oui, on est prêt à régler à l'amiable. Ça veut dire, en sous-entendu, que le cas n'est pas si grave que ça, mais on veut quand même avoir un dossier puis noter certaines choses. Mais on a fini par leur faire comprendre, écoute, voici notre version des faits par rapport à ce qui est reproché ou ce qui était reproché par les parents. Et nous, on croit fermement que notre membre a absolument rien à se reprocher. Et à force de négocier un petit peu, on a fini par leur faire comprendre ce principe-là et on a fini par conclure un règlement à l'amiable qui évite les pages bleues, qui évite d'autres conséquences. C'est une entente, règlement entre les 2 parties et c'était une première qu'on réussissait à obtenir. Ça ne veut pas dire que ça va être comme ça toutes les fois. Effectivement, dans certains cas, le membre a certaines choses à se reprocher, certaines choses à améliorer dans sa façon de gérer une crise ou une autre, mais juste pour vous laisser savoir que c'est possible, si vraiment on regarde tous les détails et on n'a vraiment rien à se reprocher, on va aller pour le règlement à l'amiable. Puis je vous dirais que le règlement à l'amiable que Denis vient de décrire, ce processus-là, quand c'est une plainte de parents, c'est un peu plus facile. Quand c'est une plainte d'un conseil puis qu'on s'en va à règlement à l'amiable, si le conseil a imposé une mesure disciplinaire, puis c'est pour ça qu'ils ont fait une plainte à l'ordre, les chances sont qu'il y a vraiment eu une faute professionnelle. Donc, dans le règlement à l'amiable, il y a 2 composantes. On s'entend sur les faits, puis on s'entend sur la sanction. Et ensuite, ce protocole d'entente-là est présenté au comité de discipline qui doit l'approuver. Le comité de discipline pourrait décider, non, on ne l'approuve pas, c'est trop sévère ou pas assez, mais je n'ai pas vu de cas où le comité de discipline ne l'a pas approuvé. Normalement, il l'approuve. Donc, disons que ça ne fonctionne pas au règlement à l'amiable. Là, c'est vraiment au comité de discipline. Puis le comité de discipline, c'est comme un procès, là, public. Parce que les audiences à l'ordre des enseignants, elles sont ouvertes à tout le monde. Puis même qu'ils ont un calendrier où ils publient les audiences qu'ils vont avoir. Et puis on peut aller cliquer sur ça va être quoi les audiences cette semaine. Puis on peut voir qui est accusé. Puis ça va être quoi les sujets traités. Puis combien de temps qu'on pense que ça va durer. Tout est sur le site de l'ordre. Donc, c'est public. Et puis, là, c'est un procès, là. Ça peut durer quelques jours, ça peut durer quelques semaines, mais les gens qui prennent les décisions sont des membres, normalement, du conseil d'administration de l'ordre. Ils sont 3, dont une personne qui va présider. Et le point important qu'on a gagné dans la dernière fois qu'ils ont fait une modification à la loi qui gère l'ordre des enseignants, c'est que quand c'est un cas d'une direction d'école, il faut qu'il y ait un des membres du panel qui soit une direction d'école ou qui ait de l'expérience à la direction d'école. À un moment donné, il y a quelqu'un qui avait fait leur PQD.
On a dit non, ça, c'est pas suffisant, là, parce que le fait d'avoir fait ton PQD, ça ne te qualifie pas nécessairement pour juger de la performance ou de la faute professionnelle ou pas de quelqu'un qui est en poste. Donc ça a été un gain important. Le comité de discipline, après avoir entendu tous les arguments, peut décider de suspendre ou révoquer le certificat de qualification, peut assortir le certificat des restrictions. Donc, il faut prendre un cours sur l'éthique professionnelle. Puis là, juste les cours, ce n'est pas des cours avec comme 30 personnes, c'est vraiment du 1 à 1 les cours. Donc, les gens qui donnent ces cours-là, ils vont prendre connaissance du cas, ils vont prendre connaissance de c'est quoi qui est amélioré, puis ils vont vous bâtir un cours sur mesure que vous allez suivre pour la modique somme de 1 000 $ à vos frais. Ensuite, une admonestation, une réprimande. Ils peuvent mandater du counseling. Ils peuvent aussi donner une amende maximale de 5 000 $. Et ensuite, si c'est un comité de discipline, c'est certain que ça s'en va dans les pages bleues. Et puis, les membres nous disent toujours, bien, je veux pas que... C'est correct là, si ça va dans les pages bleues, là, je comprends qu'il faut, là, mais je ne veux pas que mon nom soit là. Mais je suis désolée parce que la loi, depuis 2 ans, elle dit que ton nom doit être là. Avant, on pouvait négocier, puis on pouvait essayer d'argumenter que le nom ne soit pas là. Maintenant, le seul temps où on peut le faire, c'est si la parution du nom de la personne porterait un préjudice à un enfant. Puis pas l'enfant de la personne, là, ça ne compte pas. Là. Un enfant qui aurait été affecté dans la cause. C'est pas parce que, bien, si les parents des amis de mon enfant, ils voient ça, mon enfant va être au courant, puis ça va le traumatiser, ça compte pas, là. C'est vraiment l'enfant, un enfant dans l'école ou un enfant qui a été à proximité de la situation. On achève avec les mauvaises nouvelles, là, ce sera pas là. C'est sérieux, hein? OK, donc, pour conclure, on revient souvent avec le même message, vous l'entendez, c'est important de nous appeler si jamais vous êtes convoqué ou qu'on vous avise par lettre ou par courriel ou quoi que ce soit que vous faites l'objet d'une enquête qui pourrait éventuellement conduire à des mesures disciplinaires. Les raisons pour lesquelles notre programme est important, il y a tout l'aspect de confidentialité, de discrétion, disponibilité. C'est mon travail. Souvent, les gens vont, peut-être pour pas propager la mauvaise nouvelle, vont vouloir faire appel à un collègue ou à la présidence locale ou régionale. On n'a pas vraiment de problème avec ça, sauf que, encore là, pour des raisons de confidentialité et surtout pour des raisons de disponibilité, d'expérience, d'expertise, je ne suis pas le plus intelligent puis le meilleur dans ça, mais je calcule qu'avec les 3 années et demie que j'ai derrière moi en expérience, j'ai vu bien des cas, j'ai vu toutes sortes de situations se produire devant moi, puis je pense que je suis bien placé. Puis j'ai quand même la sagesse de réaliser à un moment donné que ça dépasse mes compétences. Et à ce moment-là, on fait appel à une firme d'avocats qu'on a à Ottawa. On communique également très, très, très souvent avec nos collègues de OPC, CPCO, principalement OPC, Sarah Coleman, qui est une avocate à temps plein pour l'OPC, nous guide vraiment là, de façon très, très importante dans nos démarches là-dedans. Donc, en guise de conclusion, lorsque la mesure disciplinaire est imposée, notre rôle est important. Il n'est pas fini, comme on l'a mentionné, parce qu'on est là pour amoindrir les conséquences, faire en sorte qu'on prenne en considération souvent les années d'expérience que vous avez, ce que vous avez contribué. Il y a eu un écart de conduite, il y a eu un faux pas, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit absolument mettre la tête de la personne sur la bûche puis en finir avec le contrat, mais ça peut arriver. Puis je dirais, surtout pour les personnes dans la salle qui sont nos nouvelles directions. Puis nos nouvelles directions qui sont dans leur première année dans un poste permanent ou qui sont par intérim et qui se retrouvent à encore payer leur cotisation syndicale à la UFO. Et on vous demande de quand même payer en double, je reconnais, la cotisation à la DFO. La raison qu'on fait ça, c'est que l'AEFO, si vous vous retrouvez dans une situation comme ça, ne vont pas vous aider. Ils ont obtenu, quelques années passées, un avis juridique sur la question et ils ne sont pas tenus et ils ne le feront pas vous aider dans une situation comme ça. Donc, je comprends que on vous donne dans certains cas, petite, très, très, très petite augmentation de salaire pour accepter beaucoup plus de responsabilités. Et là, nous, la DFO, on vous dit,
Mais là, en plus de ça, payez donc un autre 1 500 par année à la DFO pour avoir une protection. Sauf que je peux vous dire que, par exemple, le cas dont je vous ai parlé, qui a été dans les pages bleues en début d'année, entre 2011 et septembre 2017, on a dépensé au-delà de 100 000 $ par personne pour les appuyer, en frais juridiques, en frais de deniers. Et puis ça ne compte pas le temps de moi qui était impliqué dans ces dossiers-là parce que je ne comptabilise pas mon temps de façon monétaire pour appuyer ces gens-là. Fait que si vous n'êtes pas cotisant à la DFO, on ne sera pas là pour vous aider. Et ce 100 000 $-là, il va venir de vos poches ou, si vous ne l'avez pas, vous n'allez pas pouvoir vous défendre de la même façon. Vous allez pouvoir le faire quand même, mais peut-être pas de la même façon. Donc, c'est pour ça qu'on vous le répète, puis on vous le dit, puis on comprend que c'est un fardeau supplémentaire et c'est pour ça aussi qu'on essaye de travailler avec les associations locales quand c'est des années de négociation pour que le conseil puisse couvrir en partie ou en totalité la cotisation de tout le monde idéalement, mais surtout de ces personnes-là, que le conseil, par un processus d'entrevue et d'embauche, a choisi de mettre dans un poste de direction, mais en faisant ça, à cause des limites de la convention collective, fait en sorte que ces personnes-là se retrouvent dans des positions très vulnérables. Et des fois, les conseils vont dire « Mais non, mais c'est pas grave, c'est parce que s'il arrive quelque chose, on va être là pour l'aider, nous autres. » C'est parce que si c'est une plainte d'harcèlement, le conseil ne peut pas être là pour vous aider parce qu'ils ne peuvent pas vous aider au détriment d'un autre employé. Le point que Denis faisait tantôt par rapport à une firme externe qui vient. Donc, c'est vraiment important, puis c'est pour ça qu'on vous le demande. Donc, je ne sais pas s'il y a certaines personnes dans la salle qui sont dans ce groupe-là. Si oui, voilà l'explication de vive voix. Et sinon, pour les autres, quand vous côtoyez vos collègues, passez le message. Parce que c'est jamais une situation qu'on souhaite, puis Denis le dit au début, c'est jamais une situation dans laquelle on pense qu'on va se retrouver. Sauf qu'on n'est pas à l'abri, personne. Les cas qu'on a cette année, ce n'est pas des nouvelles directions, les amis, là. Les amis. Ce n'est pas des nouvelles directions. Ce sont des directions chevronnées de 16 ans, 20 ans, 22 ans de service auprès d'un conseil scolaire. C'est des personnes qui ne pensaient jamais qu'ils se retrouvaient dans des situations. Puis, je veux vous montrer une photo. Peut-être. Il faut que j'aille. Non, pas celle-là, Denis. Une autre. Quand on vous parle de médias sociaux, et où ma photo? Faites-moi donc un beau sourire en attendant. Là. Vous êtes sérieux depuis tantôt. Là. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à la présentation? Oui. Dépendamment de ce que l'Ordre va décider de faire avec ton certificat. Si l'Ordre décide d'ajouter une mesure supplémentaire, à savoir qu'on révoque de façon permanente ton certificat d'enseignant, là, tu ne pourrais pas retourner, mais à moins si c'est une suspension ou une admonestation, il n'y a pas de problème, tu peux retourner, oui. Si tu veux, oui. Façon de le voir. Oui, oui. En passant, l'admonestation, si vous vous demandez c'est quoi, c'est que vous devez vous présenter en personne devant les 3 membres du comité de discipline et on va vous donner une petite tape sur les doigts en disant tu as été reconnu coupable d'avoir fait ça ou de faute professionnelle, ne le fais plus et voici ce que tu dois suivre comme formation. On a essayé de débattre le fait que quand on demande à quelqu'un ou qu'on impose à quelqu'un une admonestation, si tu demeures à Hawkesbury, ou dans le Nord, dans le Grand Nord, tu dois te déplacer à tes frais pour te présenter pour une petite séance qui va durer à peu près 7 minutes,
devant ces gens-là. Alors, nous, ce qu'on a essayé de dire, c'est, écoute, quelqu'un qui, mettons, a une administration, est obligé de prendre une journée de congé, est obligé de se déplacer en auto, en train, en avion. Souvent, si c'est trop loin, arriver la veille, payer une chambre pour l'hébergement, pour se présenter pour une petite session d'à peu près 7 minutes. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de le faire par Skype ou par Hangout ou je ne sais pas quoi? Puis non, eux autres reconnaissent l'importance de te voir en présence, physiquement parlant, pour que Puis la journée le message passe mieux apparemment. La journée que tu prends, là, ça se peut que c'est une journée sans solde aussi, parce que ça se peut que ton employeur ne te permette pas de partir puis d'être payé pour aller te faire discipliner par l'ordre des enseignants. Là. Hein? Donc, on s'entend que ça peut coûter cher. Vous voyez ma photo? C'est pas ma photo. C'est pas la mienne. C'est une photo que j'ai faite, un screenshot de mon téléphone sur un compte Facebook d'une collègue à la direction, que je ne nommerai pas. C'est une farce. Elle est peut-être drôle, c'est pas important. Si je travaille dans un conseil scolaire, surtout un conseil scolaire catholique, je ne Mais peux là, c'est Adam et Ève, ils ne feraient pas rien, là. Pas certaine, pas certaine. Je ne peux pas mettre ce genre de photo-là sur mon compte Facebook, même si c'est mon compte Facebook personnel. Et même si je n'ai pas partagé la photo, si j'ai fait « j'aime », toutes mes amies, ils voient que j'aime la photo de Adam et Ève, ou j'aime la photo de ces vendredis, ou je mets un commentaire qui dit « vendredi », une chance que c'est finalement arrivé parce que j'ai eu une semaine d'enfer avec mes profs et mes élèves à l'école. Pas une bonne idée. Vraiment pas. Parce que ça, c'est une mesure disciplinaire quasi assurée. Vraiment pas une bonne idée. Ou, puis celle-là, là, je vais demander à des gens dans la salle qui vont savoir, je ne vais pas donner de nom, mais il y a des gens qui vont savoir de qui je parle juste parce qu'ils vont l'avoir sur son Facebook aussi. Puis je n'ai pas mis la photo pour cette raison-là, mais c'est un exemple important. C'est la fin de l'année scolaire, il fait beau, je m'en vais à la retraite, je suis en train de corriger des bulletins, j'étais assis dehors. Jusque-là, c'est pas si mal. Il y a quelqu'un qui prend une photo de moi, j'ai un verre dans les mains et je dis « Dernière correction de bulletin à vie avec un gin tonic assis dehors, c'est le fun. » Non, pas vraiment. Parce que le parent qui voit ça, même si tu t'en vas à la retraite, même s'il reconnaît que oui, la personne est de bonne humeur, elle est contente, elle fête un petit peu, c'est sa dernière lecture de bulletin, c'est peut-être la dernière classe ever. Fini. Yay! Ouais. Mais je suis le parent de l'élève de l'école que tu es en train de corriger ses bulletins. 1, tu es dehors. 2, tu as un verre de gin tonic. Ça va valoir cher, ta correction de bulletin. Là. Puis s'il échoue son cours, c'est peut-être la dernière copie dans la pile que tu as corrigée après ton 4e gin. Il ne sera pas content. Donc, c'était pas mal intentionné comme message. C'était juste pour dire « Hey, je suis contente, j'ai fini. » Puis je suis certaine que c'était pas le 4e verre de gin tonic. Je connais la personne. Vraiment, vraiment pas une bonne idée de poster ça sur Facebook. Et j'en vois plein. Et des fois, selon ce que c'est, je vais discrètement parler à la personne pour dire « Hey, on va avoir des élections, hein, prochainement? » Ça aussi, c'est un « Non, non, non. Moi, j'appuie les libéraux, moi, j'appuie les conservateurs, moi, j'appuie le Parti vert, moi, j'appuie je ne sais pas qui. » Non, vous ne pouvez pas publiquement vous afficher pour un parti politique ou pour un indépendant ou peu importe. Donc, oui, Éric. J'ai peut-être la réponse, sinon c'est Denis qui l'aura. S'il n'y a pas d'élection en cours, c'est correct. Mais chaque conseil a normalement une politique par rapport à ça, puis c'est ça que vous devez respecter. Puis je vous dirais que le CODELF et puis travaille présentement sur une harmonisation en vue des prochaines élections par rapport à essayer d'harmoniser ça dans les 12 conseils. Il y a, normalement, la seconde que les élections sont lancées, donc on a décrété qu'on se retrouve en période d'élection,
c'est non. Puis ces gens-là ne devraient pas venir dans vos écoles, les gens qui se présentent, puis vous ne devriez pas être à des fonctions avec eux, puis vous ne devriez certainement pas être pris en photo avec eux. Ça répond-tu? OK. Charles. La réponse courte, c'est non. On peut le demander. Si on croit vraiment que c'est important et que ça va faire une différence, on peut le demander, sauf qu'ils n'ont aucune obligation de respecter notre demande. Ils vont faire ce qu'ils veulent, puis ils vont choisir. Puis la réalité, c'est qu'ils choisissent souvent les membres du panel. Pour nous, il faut qu'ils trouvent 3 personnes francophones. Déjà ça, c'est un défi à l'ordre des enseignants, OK, on s'entend. Fait que déjà, pour nous, il faut qu'ils trouvent 3 personnes francophones. Et ensuite, il y en a une qu'il faut qu'il soit une direction. Puis on a déjà vu le comité de discipline où ce que la direction qui est là, ça fait comme 15 ans qu'elle n'est plus à la direction, là, comme c'est vraiment comme... Mais ça rencontre les critères de la loi, donc c'est correct. Et on peut faire la demande, mais ils n'ont aucune obligation de la respecter. Donc, selon l'avis juridique puis selon les circonstances, on ferait la demande, mais on n'a aucune garantie d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport à ça? Oui. Ouais. Écoute, le programme est définitivement là pour ça. Et oui, il y a toujours la possibilité de renverser les rôles. La recommandation ou le conseil qu'on a eu de nos experts juridiques là-dessus, notamment Sarah qui était à OPC, c'est que de se virer de bord et à ton tour de plaider diffamation ou quoi que ce soit, ça donne souvent l'impression que c'est par vengeance que tu le fais. C'est perçu comme ça en tout cas. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y aller. Mais le problème, c'est que pour prouver qu'il y a eu de la diffamation, il faut que ce soit vraiment rendu public. Elle exagérait un petit peu en disant il faudrait quasiment que la personne ait fait tous les poteaux électriques dans la ville puis ait mis ta photo dessus pour vraiment détruire ta réputation. Parce qu'une poursuite en diffamation, puis j'en conviens que souvent on allègue des choses qu'on finit par découvrir qui sont totalement fausses, qui n'ont aucun lien avec l'écart de conduite reproché ou quoi que ce soit, mais de poursuivre quelqu'un en diffamation, 1, tu dois prouver que la déclaration est fausse, 2, qu'elle t'a causé préjudice, et troisièmement, qu'elle a été rendue publique. Et c'est cet élément-là, ce troisième élément-là, qui est le plus difficile à prouver. Mais ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas, ça veut, dépendamment comment public a été rendu, où ont été rendus les faits qu'on t'a reprochés, qu'on a fini par découvrir qui étaient faux, ou que ça a été fait de façon frivole ou mesquine. Là, c'est l'élément du public
Combien de personnes l'ont vu? Et est-ce que vraiment le fait qu'un certain nombre de personnes aient vu ou aient entendu ces fausses allégations-là, comment ces personnes-là te traitent différemment ou jusqu'à quel point ça te nuit dans ton cheminement professionnel ou dans ta situation actuelle comme direction d'école? Alors, une longue réponse pour dire oui, ça se fait. Oui, il y a un appui qui va se faire par le programme et ou par nos avocats. Donc, puis, j'ajouterais que dans certains conseils scolaires, mais pas tous, la politique d'harcèlement prévoit une clause comme quoi si les allégations sont déterminées comme étant fausses et non fondées à la fin, le conseil lui-même peut se revirer de bord puis donner une sanction disciplinaire à la personne qui a déposé la plainte. Je ne l'ai jamais vu invoqué, là. Mais dans certains conseils, la clause, elle est là. Puis, l'autre chose aussi, c'est qu'on a déjà eu des situations où Denis a appuyé une direction et une direction adjointe qui allaient déposer une plainte d'harcèlement contre certains membres du personnel parce que sans que ces gens-là aient déposé une plainte contre les directions, la façon dont ces personnes-là traitaient et agissaient avec les directions, l'équipe à la direction, constituait, selon nous, du harcèlement. Donc, on a préparé et déposé une plainte, mais là, les circonstances ont fait en sorte que la plainte a été retirée. Mais donc, on peut appuyer dans ce sens-là aussi. On prend toujours la décision avec l'appui des avocats et normalement, ce qu'on fait, nos cotisants ne parlent jamais aux avocats seuls. Donc, il y a toujours soit moi ou Denis ou les deux, dépendant de l'envergure du dossier, qui sont au téléphone avec les avocats, mais on permet à nos cotisants de poser des questions aux avocats pour vraiment que la personne concernée comprenne ce qui lui arrive, puis même que si la personne veut que son conjoint, sa conjointe, son frère, sa sœur, pas comme toute la famille, là, mais comme une personne soit là, parce que des fois, quand ça te touche toi, tu es dans les émotions, tu ne penses pas nécessairement à toutes les questions, on permet aussi que la personne soit appuyée par quelqu'un de confiance lors de cet appel-là, que ce soit dans le cas de la préparation de la défense ou que ce soit pour examiner une question de, bien, OK, mais là, ça m'a fait ça, puis je suis vraiment comme, je veux faire quelque chose pour envoyer un message que c'est pas correct que la personne m'a fait ça, puis ça m'a causé du tort, puis ça m'a causé toutes sortes de problèmes de santé, même souvent. On va avoir la conversation avec les avocats pour voir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible avec les gens. Ça répond à ta question, Doc? Peut-être pas la réponse que tu voulais entendre, mais... Ben non, je veux pas que tu aies l'impression que tu puisses rien faire. La réponse, elle est claire. Oui, tu peux le faire. Sauf que la route est longue et difficile, comme dans toutes les poursuites. Et nous, si tu as des arguments, puis de bonnes raisons de vouloir le faire, le programme est là pour t'appuyer, puis on va s'assurer que tu es bien représenté pour t'accompagner dans ce processus-là. Mais ce n'est pas une cause facile à gagner. Diffamation, c'est peut-être la plus difficile à gagner, malheureusement. Puis l'autre aspect, puis ça revient un peu à quand le conseil envisage un congédiement. Puis je vais faire le parallèle, puis vous allez le comprendre dans 2 minutes, parce que c'est vraiment peut-être pas clair tout de suite. Mais c'est que n'importe quand qu'on apporte quelque chose en cours, on parle de délai de 18 à 24 à 30 mois selon la région où on dépose le cas de cours. Mais souvent, pour la personne qui est concernée, de se dire, OK, pendant 18 à 30 mois, il faut que je revive ça constamment, là, parce qu'il faut que je fasse la préparation avec les avocats. Là, on va faire une préparation initiale. Là, on va demander d'aller fouiller, d'aller trouver des preuves, d'aller penser à des témoins qui vont venir témoigner pour toi, puis tout ça. Puis là, après ça, il y a une petite pause parce qu'on est en attente. Puis là, tout d'un coup, 6 mois, 12 mois plus tard, on revient à la charge. As-tu pensé à ci, puis on a revu le dossier, puis tout ça. Puis là, on est dans le moment. Donc, et puis, ça devient très public, un cas de cours. Donc, souvent, les gens vont prendre la décision. Sais-tu quoi, Nadine, là, comme... Je suis rendue au point là, que j'ai fini. J'ai fini. Je veux juste mettre ça derrière moi. Puis souvent, c'est ça qui arrive aux gens parce que c'est un épuisement émotionnel incroyable. Moi, je ne l'ai jamais vécu par rapport à moi-même, mais je le vis à travers nos cotisants, puis Denis aussi. Puis l'impact sur la santé des gens, ça te draine. Donc, souvent, les gens vont dire, « OK, sais-tu quoi? Ça ne vaut pas la peine. Là. J'ai d'autres choses à faire. » Puis on a même vu des gens qui avaient choisi d'aller de l'avant avec
une poursuite ou une autre instance au niveau de la Cour, puis au bout d'un certain temps, ont retiré ça parce que c'était devenu trop. Puis c'est pas le fardeau financier. Des fois, on pense que c'est le fardeau financier parce que la DFO, on serait là pour couvrir celui-là. C'est le fardeau émotionnel. Donc, c'est tous des facteurs à considérer, mais c'est différent pour chaque personne. Puis on essaye de traiter la personne de façon respectueuse, mais que la personne ait toute l'information nécessaire pour prendre ces décisions-là avec nous. On va s'en aller dans nos avantages sociaux. C'est un petit peu plus agréable parce que vraiment, je pense qu'on a un bon plan. Et puis, je veux, avant de revoir les modalités du plan, je veux remercier Sébastien. Sébastien, c'était le seul francophone sur le comité de Plan Design. Il n'y a même pas un nom en français, on ne l'a jamais traduit, ce comité-là. Plan Design. Donc, Sébastien, c'était vraiment votre voix, notre voix sur ce comité-là. Et je vous dirais que pour avoir parlé à la firme d'actuaires qui ont accompagné l'équipe à la direction dans ce processus-là, Sébastien, il a tenu son bout pour certains points. Vous savez qu'il est capable. Donc, il a tenu son bout pour certains points, il n'a pas démordu et il a réussi à convaincre tout le monde autour de la table pour certaines choses qui sont vraiment des gains pour nous. Donc, merci, Sébastien. Là, je vais passer vite. Là. Je vous l'ai envoyé rapidement, le processus. On avait fait... Question. Oui. Honnêtement, là, combien ont pris le temps de lire ce courriel et les détails du plan d'avantages sociaux? C'est passé! OK, donc, je vais passer, puis on prendra du temps pour des questions après. Donc, en gros, le processus qu'on a suivi... Comme un an passé, on vous envoyait un sondage qui vous demandait, puis Sébastien, gêne-toi pas si tu as des choses, OK? Un an passé, on vous a distribué un sondage. La DFO avait un retour de 72 de ses cotisants qui ont répondu à ce sondage-là, mieux qu'OPC, mieux que CPCO. Et en fait, vraiment, là, la firme d'actuaires ils n'ont jamais vu ça. Là. Vraiment, ils n'ont jamais vu ça, puis ils en parlent encore. Avec les rencontres avec Cowen puis Great West, ils en parlent encore. Puis, l'importance de ce 72 %-là, c'est qu'on avait vraiment votre voix. On savait vraiment qu'est-ce qui était important pour vous dans votre plan. Donc, ça a été le processus. Ensuite, il y a eu une équipe de conception, le Plan Design Team, sur lequel siégeait Sébastien, qui se sont rencontrés, je pense, 4 ou 5 fois, Sébastien. Ce que vous nous aviez demandé, c'était de la flexibilité. C'était quelque chose de mieux que ce que le personnel enseignant a eu. C'était une viabilité financière. Ça, c'est parce que, c'était dans les questions et réponses, là, c'est notre plan. S'il y a de l'abus, s'il y a de la fraude, s'il y a XXX, peut-être pas 3X, juste XX, en quelque part, les modalités actuelles du plan, du plan par rapport au fait que c'est couvert à 100% par l'employeur, il n'y a pas de copaiement, on n'a pas besoin de payer. Le fait du 500 $ de compte gestion santé, ces choses-là peuvent changer si on ne fait pas attention. Ça veut dire que si vous n'avez pas besoin de la physio, peut-être allez-y pas. OK? Donc, si vous n'avez pas besoin d'une paire de lunettes à tous les 2 ans, bien peut-être attendez un petit peu plus. Ce n'est pas parce que c'est là qu'il faut maximiser à chaque année. Okay? Ça ne veut pas dire de ne pas aller pour des massages. Là. C'est le fun. Moi aussi, j'aime ça. Là. Mais ça veut juste dire de ne pas abuser du plan. Parce qu'en quelque part, si tout le monde maximise l'utilisation à chaque année, à un moment donné, le plan, il va coûter plus cher. Parce que ce qui arrive, c'est qu'ils mettent tout l'argent de tout le monde dans un gros pot. Puis c'est à partir de ce pot-là qu'on paye l'assurance, qu'on paye le dentiste, qu'on paye les soins parentaux, qu'on vous rembourse. Donc, si à un moment donné, il y a plus d'argent qui sort que qu'est-ce qui rentre, ça fait une insuffisance. S'il y a une insuffisance, il va falloir revoir les modalités du plan. Et à ce moment-là, ce n'est pas la DFO qui est assis là, c'est un conseil de fiduciaires dont le mandat, c'est d'assurer la viabilité du plan. Donc, c'est eux qui vont devoir prendre ces décisions-là.
Donc, le compte gestion santé, c'est vraiment ça, c'est un 500 $ par famille. Les autres montants dans le tableau, c'est par individu. Ceux-là, c'est pour la famille. Si vous avez dépassé votre 1500 de physio, vos lunettes, ils ne vous coûtent pas 500 $, ils vous coûtent 750 $, parce que vous êtes comme presque aveugle. Là. Donc, ou vous voulez une monture, là, c'est quoi une compagnie? Une monture Ray-Ban ou quelque chose là, qui coûte super cher. Là, fait que là, ça vous coûte 750 $ pour vos lunettes. Bien là, vous pouvez aller chercher 250 $ du 500 $. Okay? Vous pouvez faire ça. Le 500 $, si vous ne l'utilisez pas toute cette année, la partie non utilisée, vous pouvez la reporter à l'année prochaine. Mais si vous n'utilisez pas, fait que là, j'ai utilisé 250. L'année prochaine, j'ai 750 dans mon compte gestion santé. Si je n'utilise pas au moins 250, je perds ce 250-là. Okay? Fait que vous pouvez juste le reporter pour une période d'1 an. Fait que si je n'utilise pas mon 750, l'autre année d'après, j'ai juste 500, je le perds, le 250 que j'avais reporté. Il retourne dans le pot pour tout le monde. Merci, Sébastien. Le plus gros changement, je dirais, à la baisse, pour la majorité des conseils scolaires, c'est qu'on avait 3 fois l'assurance, 3 fois le salaire pour l'assurance vie. C'est 2 fois. Puis la raison, c'est que la façon que ça fonctionne, puis Sébastien le ferait peut-être mieux que moi, là, mais en tout cas, la façon que ça fonctionne, il me corrigera, c'est que les actuaires, ils nous présentent, bon, mais si on veut X montant pour les lunettes, ça coûte ça. Si on veut X montant pour 1 fois assurance vie, ça coûte ça. 2 fois assurance vie, ça coûte ça. 3 fois. Puis ça, à chaque fois, ça réduit notre pot initial de 5 850 $. Donc là, le montant, le coût 2 fois assurance vie puis 3 fois assurance vie, c'était très élevé. Et quand on pense aussi au nombre de personnes qui bénéficient de cet avantage-là, parce que ça, c'est si tu décèdes alors que tu es à l'emploi de ton conseil scolaire. Ça arrive, puis on ne veut pas que ça arrive à personne, mais ça arrive à peu de personnes. Et les gens ont toujours l'opportunité d'aller s'acheter une autre assurance ou une assurance supplémentaire à même ce plan-là ou ailleurs. Donc, c'était le raisonnement derrière cette réduction-là. OK, donc vous allez avoir une petite carte, là. Je pense que tout le monde qu'on est avec Cowan, on a déjà la petite carte pour aller à la pharmacie, mais vous allez en avoir une nouvelle. Celle-là, elle ne marchera plus après le 31 janvier. La substitution générique obligatoire. Si vous avez une allergie à un des ingrédients ou si votre médecin dit pour une raison ou une autre, il ne fonctionne vraiment pas pour vous, il va y avoir un formulaire que vous devez remplir pour faire une demande que vous soyez approuvé pour l'utilisation du médicament de marque et non la substitution générique. Si vous avez déjà été approuvé présentement pour le médicament de marque, ces informations-là vont être transférées dans le nouveau plan. Vous n'aurez pas à faire une nouvelle demande. Frais d'exécution d'ordonnance, ça c'est 12 $. Ça, c'est le frais que la pharmacie vous charge. Comme c'est là, dans la majorité des conseils, c'est moins que 12 $. Puis ça, c'est un point sur lequel Sébastien a argumenté, parce que Sébastien, il vient de Cap. Et puis, dans des milieux plus urbains, à l'extérieur du village de Sébastien, et non la ville, on a des options, Costco, Walmart, où le frais de pharmacie est moindre. Dans d'autres milieux, le seul endroit où je peux aller acheter ma prescription, le frais, il est de comme 10 $, 11 $, 12 $. Donc, Sébastien a vraiment argumenté pour qu'on aille à un seuil plus élevé pour être équitable envers tout le monde dans la province, même ceux qui n'ont pas accès à un... Les plus élevés, c'est Shoppers, juste en passant, là. OK. Lunettes, verres de contact, 500 $ aux 2 ans. Une belle amélioration pour tous nos conseils scolaires. Chirurgie au laser, la majorité ne l'avait pas. On va l'avoir. Oui, c'est un plafond à vie. Sébastien dit, attends une minute. C'est un plafond à vie. Donc, vous ne pouvez pas y retourner dans 5 ans, dans 10 ans. Là. Un plafond à vie par personne dans le plan, par contre, là, mais un plafond à vie. Non, c'est pas rétro, Éric.
Et tu pourrais prendre le 500 $. Donc, c'est 2 000 à vie, mais tu pourrais prendre ton 500 $, puis là, tu aurais 2 500. Puis l'autre année d'après, tu fais l'autre moitié de ton œil avec l'autre 500. Donc, là, toute la liste là, de paramédicaux que vous voyez là, que je ne lirai pas, vous avez 1 500 $ pour tout ça combiné. Sauf que ça doit être par un praticien autorisé. Fait que vous ne pouvez pas aller voir votre voisin qui vend des produits naturels ou des huiles dans sa cuisine, puis qui se dit un expert en nutrition pour aller acheter puis vous lui donner de l'argent. Ça, là, ça ne marche pas. Là. OK? Ça ne passera pas. Vous ne pouvez pas réclamer même s'il vous donne un reçu. OK? Ça prend vraiment quelqu'un qui est accrédité. Donc, vous avez 1 500 par année pour l'ensemble de ces services-là combinés. Fait que si vous prenez 1 500 de massothérapie, il ne vous en reste plus pour l'orthophoniste pour votre enfant. OK? Donc, on priorise. Physio, vous avez un autre 1 500 qui est juste pour physio. Puis la raison de ça, c'est qu'on a compris que souvent, les services de physiothérapie sont nécessaires d'un point de vue médical, suite à un accident, suite à certaines maladies, ainsi de suite, une blessure. Oui. Oui. C'est par individu. Oui, oui, donc mon exemple n'était pas bon, merci. Donc, mon exemple était vraiment pas bon. Si votre enfant a besoin de 1 500 d'orthophonie, il peut l'avoir, puis vous pouvez aussi avoir votre 1 500 de massage, il n'y a pas de problème. Oui. Bien, là, vous serez plus limité par les montants de Cohen, puis la limite, c'est 1 500. Fait que si Sébastien, il dépense 750 $ en psychologue pour l'année, s'il dépense 750 en frais de psychologie pour l'année, puis 600 en frais de massage, il est rendu à 1 350. C'est pas ça la question? Oui, mais ça n'existe plus. Oui. Exact. Exact. Oui. Ici, puis en ceci. Oui. Peut-être. Donc, donc, 2 points par rapport à ça. Oui, la question, c'était si j'ai acheté mes lunettes il y a 3 mois passés, est-ce que le 1er février, je repars à zéro puis je peux m'acheter une nouvelle paire de lunettes? Peut-être. Puis, il y a 2 parties de réponse. La première chose, c'est que pour tous les services et tous les montants, présentement, dans tous les conseils francophones, notre année pour les services d'assurance, c'est du 1er janvier ou du 1er au 31 décembre. Avec le nouveau plan, ça va être du 1er septembre au 31 août. Donc, pour la première année, du 1er février au 31 août, tous les montants vont être au prorata de l'année. Fait que c'est pas... La première année, là, ce ne sera pas 1 500, ça va être 1 500 divisé par 12 fois 7 ou 8, là, je ne sais pas trop. Là, en tout cas, ça ne sera pas 1 500, ça va être au prorata. Donc, ça, c'est un élément, mais ça, c'est juste pour la première année. L'autre, peut-être, c'est qu'on est encore en négociation avec Cowan et les conseils scolaires à savoir quelles données peuvent être transférées. C'est certain que tous les montants de plafond à vie, donc, on ne prendra pas laser, une perruque, par exemple, OK? C'est 5 000 $ à vie, je crois, dans le plan ici. Si vous en aviez eu une, déjà... Non, mais c'est parce que vous n'aimez pas mes exemples, hein?
si vous en aviez eu une déjà, cette information-là va être transférée. Orthodontie, meilleur exemple, plus commun peut-être. Si vous aviez déjà atteint le maximum orthodontie dans votre ancien plan pour votre enfant ou pour vous-même, ça va être transféré. Fait que vous n'aurez pas un 3600 là, dans le nouveau plan pour orthodontie parce que vous l'avez eu avant. Si votre ancien maximum, c'était 3000, là, il vous reste un 600 que vous pouvez aller chercher. Fait que les maximums à vie sont tous transférés. Les maximums qui ne sont pas à vie, les maximums annuels, ils ne seront pas transférés, mais les maximums biannuels, puis aux 5 ans, par exemple, pour les appareils auditifs, c'est aux 5 ans, ceux-là, ce n'est pas encore clair s'ils vont être capables de transférer les données. Donc, c'est pour ça que je te dis peut-être, s'ils sont capables, la réponse est non. Tu ne pourras pas aller chercher des lunettes tout de suite, sauf pour la différence du montant. Si maintenant, tu es couvert jusqu'à 200 ou 250 ou 400, tu vas pouvoir aller chercher la différence au prorata de. Mais sinon, ce n'est pas clair encore. Mais aussitôt qu'on a cette information-là, je vais la partager. Mais c'est pour ça le peut-être. Mais il y avait une autre question ici. La question de balancement d'énergie. Si ça tombe sous... Ça, c'est vraiment des bonnes questions. Tu veux-tu me les envoyer par courriel, puis je vais faire le suivi. Puis après ça, je partagerai l'information avec tout le monde, parce que je ne veux pas m'aventurer si je ne sais pas. Attends, je vais m'en venir ici. Après ça, je vais revenir là. Oui. Ça aussi, c'est une bonne question. Sébastien, tu sais-tu? La question, c'était pour les lunettes. Est-ce que c'est 2 années calendrier ou c'est 2 années à partir de la date que moi, je fais l'achat? Normalement, je pense que c'est l'achat, mais là, il y a beaucoup de changements dans le plan, fait que je vais le valider. Peux-tu prendre des notes pour moi, Sébastien? S'il vous plaît, Sébastien, pourrais-tu prendre des notes pour moi? Ismaël. C'est une bonne question parce que quand on était au plan de design, il y avait 2 personnes à la table qui disaient « Moi, mes enseignantes, j'ai des enseignantes qui savent exactement, il y a 2 magasins à Toronto qui savent exactement où aller, qui eux vont fournir les reçus, puis ils vont chercher leur Coach, puis leur Burberry, puis leur Gucci, puis ils le font tout, puis ils ont plan familial, puis les petites de 8 ans, ils ont leur Gucci, ainsi de suite, puis wow! OK. Est-ce que c'est de la fraude? » C'est qu'à un moment donné, là, tu changes un petit peu de bateau parce que tu dis c'est notre plan. Fait que si tu es en train de fourrer notre plan, c'est cool que tu as des Gucci, c'est juste que je suis comme pris un peu à payer pour ça. Puis là, il y a toujours un autre côté où ce que le monde il dit ben si ma voisine le fait, moi je vais le faire. OK, si on a si on est les 7500 directions, puis on a cette pensée-là, votre plan ne sera plus comme ça l'année prochaine. Là, comme nous autres, on avait 5800 à dépenser, si vous voulez, puis on mettait les montants. Puis à un moment donné, c'est ça, le life insurance de x3. Le monde dit « Hey, il faut qu'on aille x3 ». Ouais, j'aurais dit « Qui touche à ça? » Comme, je comprends, puis c'est plate pour ceux qui le touchent, puis comme mes sympathies pour eux autres. C'est juste qu'à un moment donné, tu as 7500 personnes, puis on pense 3 à 4, gros max, 5 personnes vont le toucher. Pourquoi qu'on ne dépense pas notre argent sur le dentaire, sur la massothérapie et sur la psychologie, bien-être, ainsi de suite, ou ce que, dans les 7000, un bon 50 va peut-être aller le toucher, bien, le but, c'est de représenter les 7500 et non les 3, 4, 5, puis il va t'en acheter d'autres. Je veux dire, Sun Life, ils se vendent en 2 pour... donc, c'est pas écrit pour les Gucci, ainsi de suite, c'est juste que le message qu'on essaie de passer, c'est que oui, si tu veux tes Ray-Bans, puis tes Oakley, oui, il y a des magasins qui vont le faire, puis ils nous ont dit, Eckler nous ont dit, les plus grandes parties de la fraude, c'est là, mais non, il n'y a pas le Gucci, tu peux pas. C'est qu'à un moment donné, tu vas avoir un papier, puis à un moment donné, c'était la massothérapie, qu'il y a beaucoup de fraude, parce qu'il y en a qui prennent leur licence, puis ils signent, puis tu n'as jamais eu tes massages, parce que c'est ta cousine qui est massothérapeute, mais
Elle a son papier, oui, elle peut signer, puis toi, tu as ton argent, puis à un moment donné, il y a des guerres malades à la maison. Bien là, c'était quoi, là, comme, je peux-tu prendre ma mère qui vient prendre soin de moi, puis là, je vais réclamer de l'argent. On revient toujours à c'est notre plan. Nous, on l'a bâti, puis je pense qu'on a répondu à vos sondages. Après ça, on donne le plan aux fiduciaires, si jamais, puis ils nous l'ont dit. Le coût d'un plan, c'est l'administration plus les réclamations. C'est simple. C'est tout le monde, parce qu'à un moment donné, on a fait la Cadillac des Benz, on est allé même au Bentley, là. C'est qu'à un moment donné, ton 5800, il te coûte 6700. Bien, il y a 1700 il va falloir qu'il aille chercher l'argent quelque part. Fait que là, à un moment donné, tu n'auras plus ton 500 $ à dépenser. Tu n'auras plus ton... C'est pour ça que je dis le 500 $ qui est... Nous autres, on l'appelait un compte de dépenses, là. Si le monde ne l'utilise pas, bien, il va retourner dans le pot, puis l'année prochaine, bien, le monde qui ne l'ont pas dépensé, bien, tu n'en as pas de besoin, OK. Mais je comprends, elle veut dire, aller m'acheter du Burberry ou aller m'acheter quelque chose d'autre, j'aime mieux mon Burberry. Oui, c'est... Mais, à un moment donné, si je le pose sur votre dos, c'est peut-être pas la meilleure chose, mais non, c'est pas écrit pour tes Burberry, puis tes Gucci, puis ainsi de suite. Fait que... Y avait-tu une autre question dans ce coin-là, il me semble? Oui, Louis? Il faut que la personne elle ait une licence ou un diplôme de pratiquer. Donc, par exemple, pour un nutritionniste, il faudrait qu'il y ait, comme il y a des programmes qui existent à Cité collégiale là-dedans, puis ils ont une certification, un diplôme de ça. Oui, je sais. Puis, mais si vous avez des questions précises par rapport, envoyez-les-moi, puis moi, je vais m'informer auprès de Cowen puis Great West Life de c'est quoi leurs critères par rapport à ça, puis je rajouterai au document questions-réponses, puis je vais surligner à chaque fois là, les nouvelles questions. Vous n'aurez pas besoin de tout relire pour savoir c'est quoi qui est nouveau dans les questions. Puis juste pour revenir aux chaussures, là, puis honnêtement, je ne sais pas si... il y a quelqu'un qui va connaître la différence. J'imagine que si on a besoin de chaussures orthopédiques, on connaît la différence. Chaussures orthopédiques de série versus chaussures orthopédiques fabriquées sur mesure. Il y a les deux, puis c'est séparé, là, les deux. Okay? Donc, pour ceux que ça intéresse, là, je ne connais pas ça. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Donc, pour un peu revenir sur la question de Louis, il faut que la personne soit accréditée. Donc, normalement, comme par exemple en massothérapie, ils vont marquer leur numéro de leurs membres à leur ordre professionnel. Là, c'est indiqué sur le reçu parce qu'on n'a pas besoin, à l'exception de physio, de fournir un billet médical. Donc, vous n'aurez pas besoin d'un billet médical de votre médecin pour dire que vous avez besoin de massothérapie, par exemple. Vous allez pouvoir juste y aller. Mais pour physio, ça va vous prendre le billet médical. Puis ça, c'est différent de certains conseils parce que je sais que, par exemple, au CSD-CO, comme c'est là, on n'a pas besoin d'un certificat médical. On peut juste aller en physio quand on veut. Mais là, on va avoir besoin d'un certificat médical pour aller en physio. C'est le seul service. Les autres points importants, quand vous êtes en congé de maternité ou en congé parental, pour la durée statutaire, vos avantages sociaux sont couverts par votre employeur. C'est la loi, ils n'ont pas le choix. Si jamais ils ne le faites pas, bien, appelez-nous, puis on va leur dire qu'il faut. Et nouveauté, si vous avez le malheur de vous retrouver en AILD, la fiducie et ou l'employeur, ça c'est en négociation, mais il y a quelqu'un qui va couvrir vos avantages sociaux pour les 2 premières années. Après ça, ça va être 50-50. Et ça, c'est énorme. Parce que je connais des gens qui ont été en AILD, tu es malade, tu n'as peut-être pas un conjoint ou une conjointe qui a un plan d'avantages sociaux, et là, tu as besoin de médicaments ou tu as besoin de physio ou tu as besoin de peu importe, et là, tu reçois une facture de Cowen de l'ordre de 2 000 $ par mois pour continuer de payer tes avantages sociaux. Mais c'est parce que tu ne reçois pas ton plein salaire, puis tu es malade, puis tu as besoin de ça. Donc, pour nous, les associations de direction d'école, c'était vraiment important de pouvoir aller chercher ça. Mais comme Sébastien l'a mentionné,
Si à un moment donné, le plan n'est plus viable, les fiduciaires pourraient décider, c'est plate, mais on ne le fait plus, ça. Ou c'est plate, mais ça va être 50-50 tout le temps. Donc, ce n'est pas de vous dire de ne pas utiliser les services. Si vous en avez besoin, allez-y absolument. Mais il ne faut pas abuser des services. Puis il faut éviter la fraude. On devrait toujours éviter la fraude, là, bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu voulais ajouter des dates, hein, Denis? Oui. Oh, Pierre. Oui. Je m'en viens avec ça, là. Présentement, pour les gens qui pensent à la retraite, éventuellement, la date du 1er février 2018 est très importante. Si vous prenez votre retraite avant le 1er février 2018 et que votre conseil offre une possibilité de participer aux avantages sociaux, vous allez être éligible de vous joindre au plan. On a 6 conseils sur 12, principalement les conseils du Nord de l'Ontario, qui offrent présentement cet avantage-là de pouvoir, à votre retraite, continuer à participer au plan d'avantages sociaux. Je ne veux pas donner beaucoup de détails parce que ça fait à peu près 3 mois. Moi, je vais aux réunions à toutes les 2 semaines. Là. Ça fait à peu près 3 mois que les avocats se chicanent. 3 mois, Denis, tu es comme généreux. C'est bien plus que ça. Sur le plan des retraités, là. Non, je pense que c'est plus que ça. OK, encore. Donc, il y a beaucoup de choses qui restent à négocier au niveau des retraités. C'est pour ça qu'on ne veut pas donner trop de détails. Mais il faut, comme principe de base, que votre conseil offre un plan d'avantages sociaux aux retraités pour que vous puissiez y adhérer lorsque la fiducie sera sur pied. Autour de la 2e semaine de décembre, vous allez recevoir un courriel de Cowen, qui est notre administrateur du plan, avec votre dossier, l'information sur votre dossier qui va être transférée automatiquement de votre employeur actuel à Cowen. Donc, ça va être important de regarder l'information et d'y apporter les corrections nécessaires. Le 8 janvier, ça, je vous donne toujours les dates sous toute réserve parce que c'est les dates qu'on nous a fournies. Vous allez recevoir un kit à la maison avec vos 2 cartes. Et encore là, vous allez avoir 31 jours à partir du 1er février pour apporter des modifications, par exemple, au nombre de dépendants que vous avez ou à certains renseignements personnels qui doivent être modifiés. On est très, très, très coincé par le temps avec cette fameuse fiducie-là. Là. Ça fait un bout de temps que les avocats, encore une fois, s'obstinent sur du langage. On n'a même pas encore un contrat, ce qu'on appelle un trust agreement, encore tellement il y a de la chicane, pas de la chicane méchante, là, mais des obstinations sur le langage à inclure dans le contrat. Donc, c'est très possible qu'il y ait des pépins les premières fois à partir du 1er février où vous allez vous présenter à la pharmacie. Paniquez pas, comme je vous le dis, si vous avez un enfant nouvellement né ou qui va naître prochainement, puis qui n'est pas dans votre couverture actuelle, puis vous avez oublié d'apporter le changement avec le kit que vous avez reçu à la maison, vous allez avoir 31 jours. Mais c'est possible que cette journée-là, si le pharmacien regarde votre fiche, puis que Tico, qui vient de naître, n'est pas dans vos données personnelles, qu'on vous dise, bien, si tu veux avoir le médicament, tu vas le payer, mais en appelant Cowen et en apportant des modifications à votre fiche personnelle, ça va être remboursé. Mais ça se peut qu'il y ait des pépins. Juste pour vous donner un exemple, Cowen dépend de l'information qu'ils vont recevoir des conseils. Et à ce jour, puis ça c'est une statistique qu'on nous a donnée l'autre jour, à ce jour, il y a 30 conseils sur 72 qui n'ont fourni aucun renseignement à Cowen. Donc, mais ce n'est pas les conseils de langue française, par contre. Ils commencent à pogner les nerfs, là, OK? Puis là-dessus, il y a 9 des 30 conseils qui ont dit à Cowen, vous n'aurez pas d'informations avant le 1er février. Alors, puis le 1er février, c'est la date d'entrée en vigueur de notre fiducie. Et heureusement, comme Nadine dit, nos 12 conseils scolaires, inquiétez-vous pas, on est top-notch. L'information est déjà reçue. Ils ont fait ce qu'ils appellent des test runs avec l'information, puis à partir du 1er février, peut-être même un peu avant, il y a présentement un site qui est disponible. Okay? Le nom de notre fiducie, c'est FENSEO, F-E-N-S-E accent aigu O. Donc, ça, c'est notre. Je ne sais pas si tu vas pas y accéder, mais il y a des renseignements très superficiels présentement.
Une fois que la fiducie va être en vigueur, il va y avoir un centre d'appel qui va être ouvert 7 jours semaine, du lundi au vendredi, entre 7 heures le matin et 9 heures le soir, le samedi et le dimanche de 9 heures à 5 heures pour les 2 premiers mois. Donc, on s'attend à avoir des appels, on s'attend à avoir des gens qui vont peut-être être frustrés parce qu'ils vont dire, bien, comment ça se fait, dans mon ancien plan, j'avais ça, puis ça fonctionnait comme ça, puis là, c'est différent. Oui, ça va être différent. Mais encore une fois, on revient toujours sur cet aspect-là. C'est notre plan, à nous de travailler, de donner l'information, de lire les courriels, de répondre aux demandes de renseignements, aux sondages, etc., pour faire en sorte qu'on en profite au maximum, puis qu'on soit dans la mesure d'ici 1 an, grâce aux surplus qui auront été réalisés par l'exploitation de la fiducie, bien qu'on sera en mesure de soit baisser le coût des primes ou d'augmenter le nombre de services qui sont couverts par votre assurance. Sébastien, est-ce que tu peux ajouter le lien dans l'app? C'est ça que tu es en train de faire? Merci. Oui. Oui. OK. Donc, la fiducie, c'est vraiment le nom qu'on a donné à l'entité qui va faire la gestion des plans, qui va déterminer la viabilité financière, qui va dire qu'est-ce qui est couvert, qu'est-ce qui n'est pas couvert, qui vont faire des analyses actuaires par rapport à assurer la viabilité, puis tout ça. Donc, c'est vraiment les gestionnaires du plan, un peu comme le conseil d'administration de l'ADFO. Ce sont les gens qui gèrent l'ADFO puis qui voient au bien-être au niveau provincial de l'association. Cowen, c'est l'administrateur. Donc, les services de Cowen sont retenus par la FNCO pour administrer le plan. Donc, ils sont l'intermédiaire entre les membres du plan et l'assureur. Donc, c'est le rôle de Cowen. C'est le même rôle qu'ils ont maintenant, sauf que maintenant, Cowen est l'intermédiaire et retenu par le conseil scolaire. Là, ils vont être retenus par la FNCO. Merci, Jean. Oui. Oui, oui. OK. Je peux-tu répondre à celle-là, par ça tu me poseras ta deuxième? OK. FNCO, gestion, viabilité financière, Cowen, administration. Great West, c'est l'assureur. Fait que, quand, par exemple, si tu achètes une police d'assurance, exemple vie, tu as un courtier, puis tu as l'assureur. Ton courtier, c'est la personne que tu vas voir puis qui va te proposer différents plans. Ça, c'est Cowen. L'assureur, la personne qui te vend vraiment l'assurance, c'est Great West. Deuxième question, c'était? Puis Chubb pour accident, décès, mutilation. Oui, il y a de l'assurance voyage. Maximum de 60 jours à l'extérieur du pays. Donc, assurance voyage est là. Puis, si vous changez de votre plan à ILD avec votre conseil au plan ILD de la défaut, il y a une super belle possibilité d'assurance voyage là. Juste une petite plug. Oui. Donc, il est 10h32. Je veux terminer en remerciant Denis parce que Denis, non seulement il fait un travail exceptionnel par rapport au programme de conseil professionnel, soutien juridique, Denis prépare toujours d'excellentes présentations pour le colloque. Denis, au mois de septembre, était en croisière avec son épouse pour fêter la retraite de son épouse. Et sur son bateau de croisière, prenait des appels FaceTime avec moi et les avocats pour régler des dossiers de membres. OK? Donc, se rend disponible en tout temps, s'informe, participe à des formations, est très présent et vraiment a développé de belles relations avec les conseils scolaires malgré les circonstances dans lesquelles ces conversations avec les conseils scolaires se passent, de sorte à ce qu'on est rendu au point où, des fois, on a un conseil qui nous appelle
allô Nadine, allô Denis, on veut juste vous donner un petit heads-up que vous allez probablement avoir appel d'une telle direction parce qu'on s'en va en enquête pour cette personne-là. Et ça, c'est merveilleux parce que des fois, les gens ne nous appellent pas. Là, on sait, on peut appeler la personne et dire, écoute, là, on a su qu'on donne la chance au conseil d'aviser la personne. Mais ça, c'est vraiment apprécié. Puis ça renvoie directement au travail que Denis fait. Et je dirais que cette année, avec les cas qu'on a, Denis est supposé de travailler à temps partiel. Il est quand même à la retraite. Sauf que je pense qu'il fait du temps plein quasiment depuis qu'il est revenu de sa croisière, juste avec l'envergure des cas qu'on a. Et en plus de ça, depuis qu'on a commencé les négociations pour la fiducie, je pense que Fée est bonne pour compter ces affaires-là. Juin, juillet, août, on a eu 32 rencontres pour la fiducie. Et puis, c'était moi. Puis là, au mois de septembre, j'ai dit à Denis, garde, va faire ta croisière, là, mais quand tu reviens, là, ce n'est plus moi, c'est toi. Donc là, c'est Denis qui se tape presque toutes les rencontres pour la fiducie en plus du programme. Donc, un gros merci, Denis, pour toute ton aide.